Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour votre émission Vision Chine, Waikolun Kanzongguo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau de Mandarin TV Damien, qui est passionné par la Chine, par sa culture et par son histoire. Bonjour Damien. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter rapidement quelques mots, votre parcours? Oui, bien sûr. Donc Damien, je suis originaire de Strasbourg à la base. Et c'est à Strasbourg que j'ai eu, enfin pas à Strasbourg, mais grâce à Strasbourg, que j'ai eu mon premier contact en fait avec la Chine. Oui. J'étais en BTS Commerce International, on était en 2009 et on devait choisir en fait un pays pour effectuer les premiers stages à l'étranger. Oui. Et moi j'avais à l'époque 18 ans et je pensais aller dans un pays anglophone pour un peu parfaire l'anglais, peut-être l'Irlande, l'Angleterre. Et puis on a eu quelques professeurs qui nous ont dit c'est le moment, il y a quelque chose qui est en train de grandir, c'est la Chine. Parce que les JO de Pékin venaient de finir en 2008 et on entendait parler de la Chine de plus en plus. Et comme je faisais du commerce, on entendait parler de plus en plus de la Chine sur le commerce. Et du coup ils ont commencé à proposer des cours de chinois aussi. Et ça m'a pas intéressé, très honnêtement. Au début, j'ai pas du tout mordu à l'hameçon, quoi. J'ai dit non, moi je vais rester sur ça. Et puis j'ai une amie qui a commencé les cours de chinois qui m'a dit en fait c'est pas mal, on apprend pas mal de choses, on apprend à réfléchir différemment puisque on apprend les caractères et au final c'est quelque chose de complètement différent. Et du coup j'ai dit bon ok, je veux bien venir essayer. Donc je suis venu essayer les cours de chinois. Mais vraiment débutant, initiation, voilà. Comme on pourrait faire avec des enfants en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, il y a une autre manière de penser, une autre manière même d'écrire, etc. Ouais. Et on s'est motivé, on a dit la Chine, pourquoi pas. Mais on y va ensemble alors. Et qu'est-ce qui vous a plu en fait au moment de l'initiation? Est-ce que c'était peut-être aussi la philosophie qu'il y avait derrière, la culture? Parce que dans les caractères, on apprend un petit peu finalement, parce que je sais que l'un, c'est la personne, ça ressemble à une personne. Exactement. Il y a des choses qui sont un peu ludiques quand même dans l'apprentissage du chinois. Est-ce que c'est ça qui vous a fait un petit peu changer d'avis? Alors pas tout de suite, parce que ça c'est venu que plus tard. Parce qu'avec l'initiation au chinois, on n'a pas tout ça, on prend pas conscience de tout ça. Moi, ce qui m'avait attiré, c'était vraiment le fait d'aller quelque part de différent, quelque part de nouveau, parce que j'avais beaucoup voyagé, mais qu'en Europe. Et là, c'était une occasion. On nous avait dit, si vous partez, on a un partenariat avec la région du Jiangsu, avec Nankin. Et donc, si vous partez à Nankin, on vous paye l'équivalent du billet d'avion. Oui. Ça devait être quelque chose comme ça. Donc, quand on a 18 ans et qu'on nous paye un billet d'avion, ça joue dans la balance et on se dit, ça vaut le coup de tenter. Et moi, je dis toujours que c'est par hasard, même si les gens disent au final, c'était peut-être pas le hasard. Mais pour moi, c'est par hasard que je me suis retrouvé en Chine. J'avais aucune destinée, aucun intérêt particulier avec la Chine à ce moment-là. D'accord, c'est particulier, mais c'est intéressant. Et une fois que vous êtes arrivé à Nankin, sur place, alors comment ça s'est passé? Vous êtes resté combien de temps? Alors, la première fois, je suis resté 3 mois. 3 mois. Et donc, c'est là qu'au final, j'ai découvert la Chine. Et c'est là, au final, que j'ai eu le premier choc et la première révélation. Et ça a été un pays que j'ai trouvé hors norme en fait. On peut dire que ça a été un coup de cœur ça a été un coup de cœur, mais ça a été au-delà du coup de cœur. C'était un dépaysement, tout était différent, on apprend à vivre différemment. Et j'ai adoré en fait juste être dans un environnement complètement qui n'est pas le nôtre. Et Nankin, on arrive et il y a des tours partout. Moi, je ne m'imaginais pas ça. La Chine, pour moi, c'était pas des tours en béton partout. J'étais loin d'imaginer ça. J'étais plutôt dans les clichés des rizières ou autres. Et on arrive à Nankin, qui est une ville moyenne, on va dire, mais il y a 8 millions d'habitants. Et on se dit, une ville moyenne, 8 millions d'habitants, enfin, pour moi, ça me paraissait incroyable. Et on découvre une autre manière de vivre, en fait. Et du coup, je suis arrivé là-bas 3 mois. J'ai fait un stage dans une entreprise d'import-export. C'était ils faisaient de l'import-export de jouets et de peluches. Et du coup, ils m'ont emmené visiter les usines qui fabriquaient les peluches. On était donc en 2009 et donc il y avait des rangées entières de travailleuses avec des anciennes machines à coudre qui n'auraient pas pu servir chez nous, mais qui là-bas servaient très bien. Et ça a été mon première révélation et premier contact avec, on va dire, le monde du travail, entre guillemets, avec chinois. En fait, ce qui m'a le plus... J'ai une anecdote intéressante là-dessus, c'est certainement culturel. Mais il y avait le Nouvel An chinois. Et pour le Nouvel An chinois, juste avant, on s'était rendu à Shanghai. Donc nous, on était à Nankin. Et on visite la ville et puis on nous dit, oui, là, ça va arriver, demain, c'est le Nouvel An chinois.
Faites attention quand vous allez rentrer, ça va être compliqué niveau transport, etc. Nous, on n'a pas pris la mesure de tout ça. On s'est dit qu'ils grossissaient un peu le trait parce qu'ils voulaient prendre soin de nous. Bien sûr. Et du coup, on n'a pas trop écouté. Et on est resté une journée de plus. Et le lendemain, en arrivant à la gare, on se rend compte que c'était une nuée d'humains à perte de vue, les gens qui campaient devant la gare depuis probablement des heures et des heures. Ouais. Vous ne vous imaginiez pas du tout un tel phénomène. J'imaginais pas une telle déjà densité de population, mais surtout ce jour spécifique, autant de personnes au même endroit pour aller d'un endroit A à un endroit B. Du coup, on n'arrive même pas à rentrer dans cette gare parce qu'au final, il y a trop de monde et il y a vraiment des gens à perte de vue. Et là, on se demande vraiment qu'est-ce qu'on fait. Et là, on réfléchit pas trop parce qu'en fait, c'est plutôt l'instinct de survie. On se dit, je parle pas trop la langue. Je vais dans cette gare, personne va prêter attention à moi parce qu'il y a des milliers de gens. Donc moi, au milieu, ils vont pas du tout faire attention à moi. En plus, je saurais pas demander mon billet de train. Je saurais même pas où. Enfin, ça va être très compliqué. Ça s'appelle être perdu, vraiment là. Heureusement, j'étais pas tout seul. Donc, l'effet de groupe, on se motive. Et puis, on voit un taxi qui passe. Et on l'arrête et on lui dit on veut aller à Nanjing, donc à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et il nous regarde et il pense qu'on prononce mal. Il nous dit plein de choses. Il dit certainement un quartier là. Je dis non, Nanjing. Et du coup, Et pourquoi vous vouliez aller à Nanjing? C'était parce qu'on travaillait à Nanjing et qu'on devait y retourner pour je ne sais plus quelle raison. Le jour d'après, on devait y être. Il y avait certainement un événement avec le patron. Enfin, on devait y être à Nankin. Vous n'aviez pas anticipé du tout on n'avait pas ce anticipé facteur qui est vraiment… Non, le facteur Nouvel An chinois, non, on n'avait pas du tout anticipé ça. Le facteur qui est autant de monde au même endroit, au même moment. Non, pas du tout. Et au final, du coup, après négociation, il y a une Chinoise qui s'arrête dans la rue, qui parle anglais, qui explique que là, on va vraiment aller à Nanjing. Elle aide un peu dans les négociations avec le taxi. Et au final, on se met d'accord. Il va nous emmener pendant 2-3 heures de route. Quelqu'un d'autre va nous reprendre donc là-bas pour nous emmener encore 2-3 heures de route. Et un dernier taxi qui va prendre le relais, qui va nous emmener au final jusqu'à Nankin. Et vous avez mis combien de temps alors entre Nanjing et Nankin? Alors en fait, entre Shanghai et Nanjing, au final, on a pris 8 heures. Mais au final aussi, ce qui nous a pris du temps, c'est qu'arrivé à mi-parcours, la route était gelée, comme c'était février. Et du coup, les voitures ne pouvaient absolument plus avancer parce qu'il y avait une pente. Et c'était beaucoup trop dangereux. Et il y avait même des voitures qui étaient dans le fossé, en fait, qui avaient essayé et qui avaient dérapé. Et du coup, notre chauffeur s'est pris pour Superman. Et comme c'était une pente, il nous a fait tous sortir pour aller tous devant sur le siège avant, pour qu'il y ait le moins de poids possible à l'arrière, pour pas que ça glisse en arrière. Et donc, on était tous devant, comme ça, avec le chauffeur, en train de monter la pente sur la glace. Et on l'a fait. On l'a fait. Et on est arrivé à Nankin. Et on est arrivé après 8 heures de route. Et on arrive à l'appartement, on voulait qu'une chose, c'est une douche bien chaude. Et au final, on n'avait pas d'eau chaude. Du coup, on est arrivé, on a pris des bouilloires, on a chauffé de l'eau qu'on a mis dans une baignoire et on s'est lavé comme on a pu. Mais c'était une expérience. Ok, donc ça a été votre, on va dire, première expérience, premier voyage en Chine à Nankin. Et vous avez fait donc Beijing aussi. Après Beijing. Voilà, on était pas prêt. Et Beijing, c'était aussi dans le cadre des études ou c'était… Alors c'est un petit peu différent parce que du coup, première fois à Nankin, 3 mois. L'année d'après, il fallait retourner dans un stage, mais en France. Et nous, on a fait une dérogation, on a un petit peu forcé la main pour retourner en Chine pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ça vous a à ce point plu Ça nous a plu à ce point, on est retourné et on a repris une bouffée de Chine et ça a été génial. On a repassé 1 mois et demi, on a pu faire plein de visites et rencontrer aussi des gens. Et du coup, j'ai eu cette envie de découvrir plus la Chine. Le fait d'être loin, de vivre dans un autre pays, d'être complètement indépendant aussi, puisqu'on vit dans un grand appartement, on a un travail, on a plein de choses qu'à 20 ans en France, on n'a pas forcément. Du coup, forcément, on a un peu cette excitation, ça nous plaît. Et c'est qu'après que j'ai voulu commencer à vraiment découvrir la Chine en tant que culture, en tant que civilisation, en tant que langue, en tant que cuisine, vraiment plein de choses. C'est venu après ces 2 voyages. Ces 2 voyages d'initiation en fait. Et donc là, je décide de faire un master spécialisé sur toujours le management international, mais avec une double spécialisation sur l'Asie. Donc pour ça, je me déplace de Strasbourg au Havre. Le Havre qui est un grand port ouvert sur la Chine, du coup avec pas mal de travailleurs et d'étudiants chinois, et donc une formation spécialisée sur l'Asie. Dans cette spécialisation, je choisis le mandarin en plus, la langue, la culture et la civilisation chinoise.
et je choisis d'aller à Pékin en stage. D'accord. Et du coup, là, je pars 7 mois à Pékin. D'abord 2-3 mois pour apprendre la langue, juste dans pas une université, mais des cours privés. Et après, dans une entreprise d'événementiel. Mais sur Pékin, ce qui est intéressant, c'est que Pékin, moi, ce qui m'a beaucoup marqué avec Pékin, c'est que c'est une ville énorme. On est déjà Nankin, c'était pour moi déjà une grande ville, alors qu'au final, on se rend compte que c'est pas si grand que ça quand on va à Pékin. Pékin, c'est une fourmilière, c'est 20 millions d'habitants, c'est des gens partout, c'est des gens dans le métro tout le temps. Ouais. C'est vraiment la foule. Et c'est vrai qu'on n'était pas, enfin moi, j'étais pas habitué à ça, et au final, je me suis vraiment senti à l'aise dans cette foule. Une fois qu'on comprend comment c'est organisé, on se fond dans la masse, enfin pas physiquement, mais mentalement presque en fait. Et c'est génial. Et après, il y a d'autres choses qui sont, par exemple, au niveau de la langue aussi, par exemple, mon stage, c'était passionnant. C'était dans l'événementiel, donc on organisait des événements pour des ambassades ou des consulats, aussi pour un grand festival du film à Pékin. Et ça m'a passionné, parce que moi je suis passionné de cinéma. Et j'ai pu voir vraiment à quelques mètres de moi Zhang Yimou qui passait. J'ai essayé de prendre une photo, mais je me suis fait vite mettre à ma place. En plus, je travaillais là-bas, donc je n'étais pas censé le faire. Ouais. Et c'est dans ces moments-là où si j'avais eu peut-être plus de connaissances de la langue, j'aurais encore plus pu être impliqué là-dedans. Et bah forcément, il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin. Tout ce qui est dans les négociations, l'organisation. Être là sur l'événement, c'est une chose, mais l'organiser en amont, etc., c'est autre chose. C'était un petit regret que vous avez eu, mais là, vous êtes pour l'instant à un niveau avancé en chinois? Non, c'est toujours pas la chose, c'est quand on y est, on progresse vite. Quand on revient en France, même si on continue d'étudier, on perd quand même. Ouais. Du coup, ça fait vraiment des zigzags. Le niveau de chinois, ça monte, puis ça redescend, puis ça revient. Voilà. Vous avez fait des études spécialisées sur l'Asie, sur la Chine et aussi en Birmanie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu sur quoi portent ces études spécialisées? Qu'est-ce qui a été le déclic pour faire ces études? Le déclic, c'était mes 2 voyages à Nankin avant. Et j'avais envie comme je disais avant, de découvrir plus de la culture, de la littérature, de la civilisation, de plein de choses. Et au final, moi, c'est via le cinéma que j'ai découvert le plus la culture chinoise. D'accord. Par exemple, on peut lire plein de livres, mais après, c'est vrai que quand on a un temps limité, dans une année scolaire, on ne peut pas toujours lire tout ce qu'on a envie de lire. Un film, ça prend 2 heures. Et souvent, si on choisit bien ou si on est un peu curieux, on peut trouver des films qui racontent des choses hyper intéressantes sur la Chine. Comment est-ce que vous avez découvert le cinéma chinois? Alors, comment je l'ai découvert? Alors, en fait, le cinéma chinois, pour moi, ce que je connaissais, en fait, c'était même pas du cinéma chinois. C'était du cinéma plutôt hongkongais, peut-être. Ouais. Mais pour moi, avant d'y aller en Chine, c'était un petit peu une vision tout était un petit peu la même chose dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, par exemple. Et du coup, forcément, les premiers films de Jackie Chan, en France, on découvre ça très rapidement. Oui. Après, je découvre les films de John Woo avec Chow Yun-fat, par exemple The Killer, qui a un impact très fort sur moi. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce film. En fait, au-delà de l'histoire, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il raconte une histoire qui, au final, les Américains racontent aussi. C'est des histoires très mafia ou gangsters. Mais ils ont apporté une esthétique, déjà, au film, que les cinémas américains, pour moi, n'avaient pas, dans la manière de filmer, dans la manière de faire des ralentis aussi. Par exemple, quand on voit Chow Yun-fat qui saute au ralenti, en train de tirer en l'air. C'est des choses qui ont été reprises par le cinéma américain aussi, avec des films comme Matrix par exemple. Oui. Mais tout ça, c'était déjà dans le cinéma hongkongais. Et c'était une esthétique complètement différente. Même si au final, on peut raconter les mêmes choses, mais on les filme complètement différemment. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont instauré une histoire d'amitié, mais très forte, voire très intime entre 2 hommes dans le film. Et c'était pour moi très surprenant de voir ça. Parce qu'en général, dans les films Hollywood ou autres, c'est vraiment la masculinité exacerbée. Et puis, il faut qu'il y ait une héroïne et qu'il faut qu'elle soit belle. Et puis, à la fin, il faut qu'ils soient ensemble. Dans ce film-là, non, il y a une vraie histoire. C'est pas de l'amour, c'est vraiment de l'amitié, mais c'est vraiment très proche, très intime entre 2 personnages masculins. Ouais. Et c'était la première fois, je pense, en tout cas, que je voyais ça sur les écrans. Et je me suis dit que c'était nouveau et que j'avais envie d'en connaître un petit peu plus. C'était les 2 films qui vous ont marqué? Alors ça, c'était le cinéma hongkongais. Ouais. Et du coup, ensuite, via ma découverte de la Chine, je commence à m'intéresser à des films qui racontent l'histoire de Chine.
Et là, par exemple, je pense le meilleur exemple, c'est un film de Zhang Yimou, qui est sorti en 1994, qui a gagné, je crois que c'est la Palme d'Or, il faudrait vérifier, mais au Festival de Cannes en 1994, et donc qui s'appelle Vivre. Et Vivre, c'est avec Gong Li, c'est avec c'est l'histoire d'un riche homme qui vit dans un manoir dans les années 1940, qui est joué par Ge You, je crois, un acteur chinois, et il adore jouer. C'est un joueur compulsif et il perd beaucoup d'argent. Mais il continue de jouer parce qu'il est persuadé qu'il va se refaire, il va gagner, un jour il va gagner. Sa femme n'est pas du tout contente parce qu'il n'est jamais à la maison, il perd beaucoup d'argent. Et au final, un jour, il perd tellement, c'est le début du film, je raconterai pas. D'accord, oui, il perd tellement qu'en fait, il est obligé de mettre sa maison en jeu. Et au final, il perd tout, y compris sa maison. Donc il se retrouve d'une riche famille avec une propriété à rien du tout. Même sa femme décide de le quitter et il se retrouve avec vraiment rien du tout dans la rue, sans sous, sans rien. Et l'homme qui a gagné face à lui au jeu prend possession de son manoir. Et on arrive ensuite en 1949, proclamation de la République populaire de Chine. Et là, les mentalités changent. Et au final, ce n'est plus bien vu d'être un propriétaire terrien, d'avoir des propriétés, etc. Et c'est cet homme qui a gagné la maison quelques années avant se fait persécuter parce qu'il est considéré comme quelqu'un de riche. Alors que l'ancien riche, donc qui a perdu, se retrouve au final dans le rôle d'un paysan ou d'un ouvrier et en fait est mis en avant et valorisé. Et comment sa vie se retrouve changée, chamboulée par ce hasard, ces circonstances de quelques années auparavant. Et ensuite, ça raconte l'histoire donc, de ce personnage au grand bond en avant, la révolution culturelle, après la révolution culturelle, et ça raconte vraiment l'histoire, je pense, de beaucoup de familles en fait en Chine. Et moi, j'ai beaucoup appris sur l'histoire de la Chine grâce à ce film. D'accord, c'est un film instructif pour vous. Très instructif. Et je pense que beaucoup des premiers films de Zhang Yimou étaient très instructifs. Épouse et concubine, c'est un autre film qui raconte, pareil, c'est avec Gong Li, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Song Lian et qui est amenée d'une famille et qui est amenée dans un manoir d'un riche propriétaire aussi dans les années 1920, je crois. Et elle fait la 4e épouse de ce propriétaire. Et on voit la vie à l'intérieur en fait, du palais, si on peut dire, entre les concubines et les rapports qu'elles ont entre elles, les traîtrises, les amitiés, etc. Et on apprend beaucoup sur les rapports, justement, des choses où il y a peu de témoignages au final, parce que c'était très confiné. Et on apprend beaucoup avec ce genre de film, en fait. C'est pour ça que moi, ça m'a passionné. Et plus récemment, par exemple, j'ai vu un autre film de Derek Yee qui s'appelle I Am Somebody. Et c'est un film qui se passe dans la ville de Hengdian, en Chine, qui est dans la province du Zhejiang, et qui est le plus grand studio de cinéma du monde. Et donc c'est une ville dans la province du Zhejiang, qui s'appelle Hengdian. Et dans cette ville, en fait, se passent tous les tournages de films, enfin pas tous, mais une grande majorité de tournages de films chinois, de films de séries d'époque, des films avec Fan Bingbing, qui avait à l'époque Huanzhou Gege, une série avec Fan Bingbing. C'était tourné là-bas. Ils ont reconstruit dans Hengdian une cité interdite. Et ils ont reconstruit cette cité interdite à échelle 1/1, donc la vraie taille de la cité interdite. Ils ont reconstruit un palais Ming, un palais Qing, ils ont reconstruit tout un quartier de Hong Kong. Ils ont construit vraiment énormément de choses et du coup tous les tournages de films se passent dans cette ville. Est-ce que vous avez été visiter peut-être? Moi j'adorerais y aller. J'ai découvert ça récemment donc j'ai pas pu mais j'espère pouvoir y aller un jour, bientôt. Parce qu'en plus c'est une ville qu'on peut visiter. C'est-à-dire que les studios, les lieux de tournage sont situés dans la ville. Donc on peut marcher, aller au restaurant, puis après aller se rendre à la cité interdite, marcher et voir les tournages. Donc c'est un peu surprenant. Et puis on voit les figurants, on voit les gens en costume d'époque. Et à Hengdian, il y a 48 000 personnes qui vivent, qui sont des figurants en fait. 48 000 figurants qui vivent là-bas et qui vivent que de petits rôles dans des grands films comme La Cité Interdite de Zhang Yimou. On les voit juste être debout pour accueillir l'empereur. Enfin, ils ont des tout petits rôles, mais c'est toute une grosse industrie. Et ce film, I Am Somebody, il raconte l'histoire des figurants. 各位大哥大姐，小弟即将飘到横店，传授点心得呗。伊斯汀好莱坞，它是全世界最大的影视基地，一年歼灭日军1000万。
只要肯干，就一定饿不死。放心来吧。哇，成功了！你在那里看什么？赶紧走！ Donc c'est un film qui raconte l'histoire des figurants arindiennes, leur quotidien, leurs désillusions, les gens qui viennent, leurs raisons de venir, leurs histoires d'amour, les histoires avec leurs films. Et je trouvais ça vraiment passionnant, quoi. Damien, tous ces voyages vous ont vraiment donné envie d'aller encore plus loin dans vos récits, de partager avec un public, puisque vous avez votre propre blog personnel qui s'appelle Une autre Asie, dans lequel vous racontez justement dans un angle de vue un peu différent vos voyages en Asie, et vous avez écrit des articles sur 2 voyages, notamment un à Tantong et un au Sichuan, au parc national de Jiuzhaigou. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors Dandong, je crois que c'était un de mes premiers articles en plus, c'était en 2014. Ouais. Et donc Dandong, ça se situe vraiment dans le nord de la Chine, à la frontière avec la Corée du Nord. Donc c'est une ville un peu particulière, c'est pas forcément une destination touristique. C'est pas la première chose qui vient à l'esprit en général quand les gens se disent je vais partir en vacances. Ouais. Mais moi j'ai toujours aimé les choses un peu différentes, un petit peu hors des sentiers battus, et je voulais pas aller quelque part où il y avait tout le monde. Et Dandong me semblait un endroit intéressant parce qu'il y avait quand même des choses à faire. Et en fait, on arrive donc dans cette ville qui est vraiment à la frontière, et on voit qu'il y a un pont qui traverse entre la rivière et qui mène donc d'un pays à l'autre. Sauf que ce pont a été bombardé pendant la guerre de Corée, donc forcément on ne peut plus accéder de l'autre côté via ce moyen-là. Ils ont construit un autre pont à côté pour les marchandises, pour le transport ferroviaire, mais on ne peut pas le franchir comme ça à pied. Maintenant, il y a des possibilités, ça prend un peu de temps, et il faut faire un visa, et on peut y aller une journée, enfin c'est possible. Mais l'idée, ce n'était pas d'aller là-bas, c'était vraiment de voir la vie en Chine, mais proche de cette frontière. Et il y a le morceau aussi de la muraille de Chine qui finit là-bas. Et du coup, quand on monte au sommet de la muraille, on a une vue en fait sur les 2 pays. Et on a moi dans mon souvenir, c'était du côté gauche, donc la Chine, avec des tours de karaoké, des hôtels énormes, des lumières partout, et à droite des champs, mais vraiment et rien, pas de bâtiments, pas d'habitation, juste vraiment que des champs et quelques personnes, quelques travailleurs, et beaucoup de militaires qui sont derrière des barbelés, mais des barbelés à mi-hauteur qui étaient franchissables vraiment sans aucun problème. J'en ai même vu un qui a franchi un barbelé pour aller jouer dans la rivière et revenir après de l'autre côté. Ah oui. C'est pas comme en Corée du Sud. La Corée du Sud, avec la frontière avec la Corée du Nord, la DMZ, c'est hyper militarisé, c'est infranchissable. Là, c'est un peu différent. C'est un endroit où c'est un petit peu, parfois, dans le passé, ça a été un peu poreux. Et il y a eu pas mal aussi de gens qui ont fri un peu. Et comment est le quotidien dans cette ville à Tantong alors? Le quotidien, les gens ils font beaucoup de commerce avec la Corée du Nord pour le coup, parce que c'est à côté. Et il y a pas mal d'industries, tout à fait, certaines légales, d'autres un peu moins, mais qui font pas mal de commerce, qui font fabriquer pas mal d'objets là-bas. Et nous, moi quand j'y suis allé, 2014, on avait pu prendre une vedette, donc un bateau, qui allait sur la rivière à vive allure, et en fait on pouvait longer toute la frontière avec la Corée du Nord, et on pouvait voir donc les militaires, etc. Et il y avait un vendeur sur une barque qui était en Corée du Nord et qui vendait des cigarettes nord-coréennes et qui vendait des badges, des pins, attention au mot, des pins à l'effigie de Kim Jong-un, et ils vendaient ça sur l'eau et exprès pour les touristes, en général chinois ou occidentaux des fois, qui viennent le long de l'eau. Donc il y avait cette sorte de petit commerce qui était entre guillemets toléré par les 2 régimes. Et Jiuzhaigou, le parc national de Jiuzhaigou, si je le prononce un peu mal, désolé, dans le Sichuan, la province du Sichuan. Vous avez été là-bas, donc qu'est-ce que vous avez fait en fait c'est un parc qu'on visite? Oui, alors là je suis parti tout seul là, mai 2017. Donc c'était peu de temps avant le tremblement de terre qu'il y a eu très récemment, donc qui a vraiment, apparemment de ce que j'ai entendu, abîmé quand même quelques endroits dans le parc. Donc s'il y a des gens qui y vont après, ça sera peut-être parfois un peu différent de ce que je raconte, mais moi j'y suis allé parce que j'avais toujours envie d'aller dans le Sichuan.
Je sais pas trop pourquoi, c'est quelque chose qui était ancré dans ma tête. J'avais dans l'idée que c'était un endroit tranquille, où il fait bon vivre, loin de la folie de Pékin, loin de la grosse pollution, où le climat est bon, la nourriture est bonne, etc. Sichuan, c'est là où, si je ne me trompe pas, c'est la nourriture très épicée. Exactement. C'est le panda aussi, l'emblème. Les pandas, ouais. Voilà, c'est le panda, donc on en parle beaucoup quand même du Sichuan. On en parle beaucoup, et puis c'est ça qui m'a donné envie. Je suis arrivé donc à Chengdu. Chengdu, il y a les pandas pas loin, donc je suis allé voir le parc des pandas. Il faut y arriver tôt, très tôt le matin, parce qu'après il y a les bus touristiques qui arrivent remplis de groupes de Chinois, et pour moi c'est un peu bruyant. Après ça a son charme. Ça me rappelle la gare. Ça a son charme, mais je préfère être un peu plus isolé. Et du coup je visite ça, je visite le grand Bouddha de Leshan aussi, qui est le plus grand Bouddha qui est gravé dans une montagne. C'est le plus grand en Chine, je pense que c'est même le plus grand au monde. Et on peut le voir en bateau, prendre un bateau et le voir en entier. Parce que si on l'escalade, si on descend la façade, on est vraiment à 1 mètre du Bouddha, donc on ne se rend pas compte de la taille. Mais quand on le voit de loin, c'est impressionnant. Et après celui-ci, donc je suis allé à Jiuzhaigou. Donc Jiuzhaigou, c'est un grand parc national avec des lacs magnifiques, avec de l'eau cristalline, de l'eau bleue, transparente, claire. On dirait presque qu'il y a de l'eau de Javel dans l'eau, tellement ça a l'air pas naturel. En fait, tout est naturel. Et pour qu'on ait une idée, la taille du parc, de ce parc national, ça fait la taille d'une ville en France. Le parc, je ne saurais pas dire la taille, mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai choisi de le faire à pied, qui a été une très mauvaise idée. Non, ça a été une excellente idée, mais j'ai marché 30 km. Ouais, d'accord, 30 km. J'ai pas pu aller jusqu'au bout. Maintenant, j'ai vu les points principaux, on va dire. Oui. Et c'est vrai que c'est un endroit extraordinaire parce que c'est au milieu d'une réserve naturelle. C'est pas loin de la frontière avec le Tibet, donc on s'imagine bien, on est en altitude aussi. Il y a des ethnies aussi de Chinois tibétains qui vivent aux alentours. Et j'ai dormi une nuit dans une guest house qui était tenue par une de ces familles-là chinois tibétaines qui avaient l'autorisation, etc. Et j'ai dormi donc une nuit là-bas. Donc c'était le petit déjeuner avec le thé salé, c'est pas mauvais, mais c'est surprenant la première fois. Et donc c'était la grand-mère qui tenait ça en fait. Donc la grand-mère, elle parlait que mandarin et un petit peu anglais. La fille parlait l'anglais, mais du coup la fille a dû s'absenter. Du coup je me suis retrouvé avec un Italien, moi et cette grand-mère. L'Italien, il vivait à Hong Kong. Donc il arrivait à sortir quelques mots mix mandarin cantonais. Moi, j'essayais de faire du Shinglish un peu. Et on arrivait à se comprendre. On a passé une soirée à discuter, à nous demander, oui, comment vous dites, par exemple, allumer, éteindre la lumière en anglais. En anglais. Et du coup, on lui dit, ça fait on, off. On, off. Et du coup, elle s'enregistrait sur le téléphone en disant on, off, pour se mémoriser pour les prochains visiteurs. Et du coup, c'est un échange, c'était super. Et le lendemain, j'allais visiter le parc, donc le lendemain matin, et elle m'a fait un pactage, un sandwich. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'elle m'a expliqué ce que c'était. Elle m'a dit en chinois. Moi, je n'avais pas compris parce que c'était la première fois que je voyais ce caractère. Elle me dit, c'est du mang nyojo. Et moi, pour moi, nyojo, c'était de la viande de bœuf. Oui, c'est donc ça. je dis, très bien. Et puis au final, c'est en arrivant dans le parc, en discutant avec des Chinois qui me disent, t'as ramené ton pactage. Et je dis, oui, c'est mang nyojo. Il me fait, oh, mang nyojo. Et du coup, je comprends. Enfin, je regarde mon dictionnaire et en fait, c'était de la viande de yak. Ah oui, mangnolo, c'est de la... C'était très bon. C'est comme du bœuf, peut-être un tout petit peu plus fort, mais c'est vraiment très très bon. C'est parce qu'ils sont proches du Tibet, de la frontière. Exactement, cette viande. C'est pour ça qu'ils font cette viande et c'était excellent. Ah oui, avec tout ce que vous nous avez raconté, vos différents voyages, on va se dire que vous avez fait tout ça, vous avez vécu toutes ces choses, mais très différentes les unes des autres, mais tout ça dans le même pays, la Chine, qui est finalement très grand. Et c'est ça qui vous plaît, j'imagine. C'est un continent. Toujours d'avoir de nouvelles choses. Et vous avez des projets bientôt. Est-ce que vous comptez retourner en Chine? Quelle est votre prochaine destination? Je compte retourner en Chine. Maintenant, c'est vrai que je fais aussi beaucoup d'autres pays en Asie. J'ai fait 6-7 mois en Birmanie. Donc, c'est vrai que j'ai adoré. Maintenant, c'est vrai que la Chine a une place particulière comme un premier amour, en fait, dans mon cœur. Et surtout, je continue, même si j'y suis pas en ce moment, je continue d'y apprendre la langue, la culture, le cinéma, plein de choses. Maintenant, j'aimerais bien faire le Yunnan, que j'ai pas encore fait. J'aimerais bien aussi faire le Xinjiang, que j'ai pas encore fait. C'est des coins qui me disent bien, quoi. En tout cas, on vous souhaite d'y aller et pourquoi pas de revenir nous raconter vos récits au Xinjiang. Avec plaisir.
C'est la fin de votre émission Vision Chine, 外国人看中国. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.